Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes vraiment la personne qu'il faut entendre ce soir. On a entendu le président de la République, on a entendu les Américains, les Ukrainiens qui disent « nous, on ne cédera pas de territoire ». Mais est-ce que ce mot de compromis est en train de naître d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y aura un compromis? Ça va être très difficile. Les compromis, c'est ce qui est le plus difficile à faire. On le sait, en matière de diplomatie, ça nécessite énormément de doigté, d'expérience et de temps. Et là, on est, Darius Rangevin, dans une accélération absolument fascinante de l'histoire. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut sur Donald Trump, et notamment sur ses méthodes un peu particulières, on va dire, de mener ses affaires et également celles du monde. Mais il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il fait bouger les lignes. Alors, il est allé en Alaska, ça a été très mal perçu, et le mot est faible, notamment par les Américains, et je parle de sa prestation. Elle a été très mal perçue. Ça a été vécu comme un échec. Eh bien, 24 heures après, il reprend l'initiative. Il reprend l'initiative avec, évidemment, dans la journée, et tout ça finalement, n'était pas complètement programmé, c'est le moins qu'on puisse dire. Volodymyr Zelensky qui part, qui s'arrête à Bruxelles, une discussion avec quelques chefs d'État européens, et notamment les acteurs de la coalition des volontaires. Dans la journée, on ne sait pas qui y va. Finalement, 6 d'entre eux vont y aller. Enfin, tout ça se passe dans une accélération qui est à la fois fascinante, intéressante et j'espère porteuse, mais qui est aussi un peu inquiétante. Thierry Breton, on va parler de ça, des espoirs et des inquiétudes. On est vraiment dans un moment historique et le mot n'est vraiment pas galvaudé. Ayons une seconde d'optimisme pur. Est-ce que l'hypothèse heureuse existe? C'est-à-dire Trump qui pousse son avantage, les Russes qui tentent aussi, mais un président Zelensky qui, grâce au soutien des Européens et surtout de la France, préserve l'essentiel. Est-ce que le côté tout le monde aurait entre guillemets gagné existe? Mais qu'est-ce qui est l'essentiel pour Volodymyr Zelensky? C'est évidemment, d'abord, de cesser les combats, mais aussi de reconquérir, de regagner ces territoires qui lui ont été usurpés. Alors, le premier objectif, on sait que c'était un objectif qui était partagé et par les États-Unis, et par les Européens, et par Zelensky. Maintenant, il est oublié. On dit, non, finalement, depuis Anchorage, on va enjamber pour faire quelque chose d'encore plus compliqué, c'est-à-dire un traité de paix. Arrêtons-nous à ça, cette logique Trump, vous l'avez pratiquée Trump, cette logique d'ailleurs très promoteur immobilier, qui est de précipiter les choses. Allez, on saute les étapes et on va directement... Là, il les a sautées, oui. Signer là, c'est ce côté-là. Voilà. Take it or leave it. Voilà. C'est vous devez apprendre ou à laisser. Donc là, effectivement, on est dans cette accélération. Effectivement, si on veut essayer de voir quel serait un élément positif, d'abord, c'est évidemment d'arrêter les combats. Alors arrêter les combats, est-ce que ça va prendre la forme d'une armistice, puisque maintenant on parle plus cessez-le-feu. Armistice en route pour un traité de paix. C'est évidemment ce qu'il faut espérer. Derrière, on voit bien qu'il y a finalement, je dirais, deux blocs qui vont s'affronter. Et malheureusement pas 3. On va éliminer le 3e, c'est le fait que finalement les troupes russes quittent l'Ukraine et qu'on en reste là. Ça, c'est absolument impensable. Le second, c'est que finalement tout ce qui a été occupé, pour l'instant, on le garde. Et évidemment, il faut éviter que ce soit déjuré, mais qu'il faut évidemment que ce soit uniquement une ligne de front à la coréenne, j'allais dire, pour que finalement chacun ait l'espoir de retrouver ce qu'il doit retrouver, en particulier, bien entendu, les Ukrainiens. Et on en reste là. Puis la 3e, c'est celle qui avait été évoquée et par Witkoff et quelque part par Poutine, c'est-à-dire vous me donnez ce que je n'ai pas encore, c'est évidemment dans le Donbass, et que je n'arrive pas à conquérir depuis maintenant plus de 3 ans. Il y a une ligne de front qui est absolument infranchissable, qui est très solide, bâtie par les Ukrainiens. Je la prends et du coup, je veux bien qu'on arrête. Donc voilà, est-ce que c'est plutôt vers la 2e voie qu'on s'oriente? C'est pas impossible. Je pense que c'est celle que Donald Trump a en tête. C'est certainement pas celle que Zelensky peut accepter, mais c'est sans doute celle qu'il va vouloir pousser. La comparaison avec Munich, rappelons ce qu'était Munich, c'est-à-dire ce moment où les Européens, les Anglais, les Français ont dit on cède un peu à Hitler, mais on se dit il s'arrêtera là. Aujourd'hui, le président de la République lui-même l'a rappelé, il a rappelé les précédents malheureux. Munich 1938, on croit que ça s'arrête
et puis on cède un peu et ça ne s'arrête pas. Il a rappelé aussi les Russes, à l'époque c'est Eltsine qui était au pouvoir, 94, Budapest. On croit que ça s'arrête et ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'on risque en Munich Darius Rojbin, si on revient en arrière, qui serait le Chamberlain ? Qui serait le Chamberlain aujourd'hui ? C'est-à-dire le Premier ministre britannique qui a finalement conduit à cet abandon, ce renoncement, cette trahison. Donald Trump, est-ce qu'il est faiseur de roi ou est-ce qu'il est Chamberlain ? Et en fait, la grande question, évidemment, c'est celle-là. Moi, ma conviction, c'est que les Européens, nous, on a vécu Munich. On ne savait pas à l'époque. On pouvait en tout cas s'abriter derrière cette interrogation. Qui était vraiment Adolf Hitler ? Aujourd'hui, on sait qui est Vladimir Poutine. On sait ce qu'il a fait, on sait qui il est, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense que ce ne sera pas un Munich. Parce que les Européens savent à qui nous avons affaire. Et voyez-vous, dans cette délégation, il faut toujours regarder aussi les hommes. Il y en a, on se demande ce qu'ils font là. Mais il y en a un qui me semble être très important, c'est celui du plus petit pays, Alexander Stubb. Alexander Stubb, c'est le président de la Finlande. La Finlande, c'est le seul pays européen qui a une frontière avec un certain nombre, mais de plus de 1300 km, 1340 km pour être précis, avec la Russie. C'est vraiment une manière de dire à Trump, tu n'iras pas plus loin. Regarde, le gars qui est là, ce Stubb, c'est ta borne. Et Stubb, il a deux qualités. C'est un excellent joueur de golf, quasiment professionnel, et il est à la tête d'un pays qui est un petit pays de l'Union, 5,6 millions d'habitants, mais qui a la plus grande armée avec 800 000 hommes et femmes en armes, évidemment, ce sont des réservistes, et donc il sait de quoi il s'agit. Vous me fascinez toujours, Thierry Breton, vous avez tous les chiffres en tête. Un peu plus tard dans l'émission, je recommande, on va faire l'addition de tous les milliards que Trump... Mais la politique, c'est des chiffres, souvent. Alors, il faut mettre derrière, il faut mettre le sens, il faut mettre des hommes, des femmes, mais évidemment, c'est souvent des chiffres. Et en ce qui concerne donc la Finlande, il est à la fois crédible et il sait de quoi il parle lorsqu'il parle, évidemment, du risque russe. La Finlande a été occupée par la Russie. Il sait de quoi il parle. Il connaît, sans doute, il est le seul qui connaît aussi bien la Russie. Et je crois qu'il sera important dans cette réunion pour précisément, pour répondre à votre question, faire en sorte que les Européens unis diront d'une seule voix, ce ne sera pas Munich. Thierry Breton, quelles sont les garanties de sécurité vraiment crédibles que les Européens et les Américains peuvent donner? C'est-à-dire, on comprend bien ce qui est en train de naître, cette sorte de compromis, on peut appeler ça comme on veut, avec peut-être des concessions territoriales, pas en droit, il n'y a pas d'annexion reconnue, mais de fait, une occupation qui durera, mais en échange des garanties de sécurité. Si vous étiez ukrainien, quelle est la signature qui compte vraiment au bas d'un papier pour dire, si les Russes attaquent de nouveau, on vous défendra? Il y a deux types de garanties. Il y a d'abord les garanties, je dirais, de façon classique, traditionnelle. Et celles-là, effectivement, elles vont se traduire par la possibilité, s'il y a des attaques, d'intervenir, y compris sur le terrain. Alors on n'en est pas là, mais c'est par ça que ça doit se traduire. Bien entendu, à partir du moment où on aura, c'est le préalable à tout, calibré, dimensionné, quelle est l'armée dont l'Ukraine a besoin pour se défendre. Aujourd'hui, c'est 1 million d'hommes. Est-ce que finalement, dans un cadre de garantie de sécurité, il faut le réduire à 800 000, 600 000 on verra, il faut en discuter. Mais c'est évidemment la première ligne de front. Elle sera réalisée par les Ukrainiens. Si jamais celle-ci devait finalement être brisée, qu'est-ce qu'on envoie, nous? Et c'est vrai on parle aujourd'hui d'une force. Qu'est-ce que c'est que cette force? Comment elle doit être dimensionnée? Plusieurs dizaines de milliers, 50 000, 60 000, 100 000, je ne sais pas. Il faut en discuter. Et puis il y a le deuxième élément, qui est un élément absolument essentiel quand on traite avec la Russie et qu'on parle de garantie de sécurité. Et c'est la protection nucléaire. Il faut absolument que ce sujet soit mis sur la table, en tout cas entre nous. Et entre nous, je dis, avec les Américains. Si jamais les Ukrainiens, dont je rappelle qu'ils ont accepté d'être démilitarisés en ce qui concerne leur arsenal nucléaire, c'était un pays qui abritait un arsenal gigantesque militaire. Et lorsqu'ils ont gagné l'indépendance, précisément, il y avait tellement d'armes nucléaires, on était à l'époque évidemment dans la dénucléarisation, qu'ils ont accepté de ne plus avoir d'armes nucléaires sur leur territoire, mais la contrepartie, c'est que précisément, ils devaient bénéficier de notre protection. Ça n'a pas été le cas. Donc ils vont être très vigilants sur ce point, et ça me semble être un élément absolument essentiel qu'il faut discuter avec les Américains. Et là, évidemment, on sait qu'on ne peut le faire qu'avec les Américains. C'est aussi leur intérêt,
parce que derrière, évidemment, tout ce qui concerne le nucléaire, pour quelqu'un qui veut la paix, et je pense que Trump veut la paix, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Ce que vous amenez là est très important. On reçoit en direct, et dans quelques instants, Emmanuel Macron va s'exprimer, on reçoit en direct la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas il y a 81 ans. Tout le monde a en tête l'effondrement de la France, mai-juin 40, le traumatisme, etc. La grande différence avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que maintenant il y a le nucléaire, qui protège en particulier la France. Croyez-vous que quelqu'un demain pourra dire, oui, la dimension nucléaire de protection s'étend, il y a ces formules un peu ambiguës, mais disons, personne dira on va ambiguïté stratégique. Voilà. Est-ce que quelqu'un osera dire, la France, le Royaume-Uni, peut-être les États-Unis, il y a une dimension ukrainienne à notre dissuasion nucléaire? Bien, il faudra qu'on y aille. Si jamais on parle de sécurité, on ne peut pas balayer ce sujet. Et c'est bien toute la difficulté, puisque évidemment, pourquoi, au fond, l'Ukraine demande tant d'être membre de l'OTAN? C'est évidemment, comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Finlande désormais, c'est de pouvoir bénéficier évidemment de ce parapluie. Et donc on ne peut pas parler avec un voisin qui est aussi imprévisible, ou j'allais presque même dire prévisible, que la Russie. On ne peut pas parler de garantie de sécurité sans avoir un élément de dissuasion, parce que qu'est-ce que c'est qu'une garantie de sécurité à la fin? C'est la dissuasion et la crédibilité de sa dissuasion. Alors dans les armes conventionnelles et traditionnelles, évidemment, on voit ce que c'est, y compris du reste pour reprendre le contrôle de l'espace aérien ukrainien, et là il faudra certainement qu'on joue un rôle avec évidemment les Ukrainiens, parce qu'évidemment ils ont une aviation qui est ce qu'elle est, mais on ne peut pas ignorer ce volet, et ça va être un volet très compliqué, et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis ce soir, le fait d'avoir voulu enjamber l'étape du cessez-le-feu est pour moi un très mauvais signe, parce que ça veut dire que d'un côté vous avez un Vladimir Poutine qui sait que pour avoir une paix qui va prendre en considération tout ce dont nous parlons à l'instant, mais Darius Rojban, il va falloir des semaines, des mois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? D'où le fait que nous voulions tous un cessez-le-feu intermédiaire pour éviter, évidemment, ces abonisations sur le théâtre d'opération, sur la ligne de front, et discuter. Et donc, on a demain, effectivement, sincèrement, les Européens, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, qui veulent la paix, et qui veulent le cessez-le-feu. Et de l'autre côté, vous avez un Vladimir Poutine qui a intérêt à ce que la guerre continue. Les Européens sont-ils unis? Vous êtes pour sonder les reins et les cœurs le mieux placés, et notamment le rôle des Allemands qui est très considérable. On a assisté, le chancelier Merz a donné une interview à la chaîne allemande ZDF hier, qui est très parlante, parce qu'en réalité, il s'aligne beaucoup avec les États-Unis. Ça vous surprend? Non, c'est vraiment la tendance. On avait beaucoup espéré que le chancelier Merz prenne, je dirais, ses distances, en tout cas ses distances d'un point de vue de défense avec les États-Unis. Je pense qu'il en est sincèrement convaincu à titre personnel. Il voit que c'est effectivement difficile. Il a peut-être été du reste rappelé à l'ordre officieusement par qui de droit. En tout état de cause aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une Allemagne. Et quand je dis une Allemagne, ça veut dire aussi une Commission européenne, puisqu'elle est aujourd'hui très allemande. On en a souvent parlé, Darius Rojban. Malheureusement, je ne dis pas malheureusement parce que c'est nos amis allemands, malheureusement parce que l'Europe est 27. C'est pas un pays. On a effectivement aujourd'hui une Allemagne qui va être effectivement la plus alignée avec les États-Unis, mais, je le redis, pas Munich. Si on imagine qui sera autour de la table, on a compris qu'Emmanuel Macron est sans doute le personnage, la personnalité qui est le soutien le plus ferme. Oui, c'est clair. Président Zelensky. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, beaucoup d'indiscrets indiquent que le président Zelensky a demandé qu'Emmanuel Macron soit absolument du voyage pour cette raison. Je pense qu'il a raison, c'est un peu le bad cop. Et il a raison de jouer ce rôle. Autour de la table, il faudra jouer les rôles. Et lui, il le joue, et je pense qu'il est très important qu'il le joue ainsi. En revanche, Madame von der Leyen, qui sait, je ne sais pas quel mot vous utilisez, face à Donald Trump lors de ce qui s'est passé en Écosse, qui a cédé en grande partie, les Allemands, M. Merz, est-ce qu'ils sont en position, disons, de faiblesse? D'abord, ce qui est important, c'est les chefs d'État. C'est eux qui comptent dans cette affaire. Donc, c'est eux qui comptent parce que c'est eux qui sont à la maîtrise, évidemment, de toutes les affaires militaires, de défense. Et donc, c'est eux qui sont les seuls habilités à parler notamment des conditions de garantie de sécurité. Donc, c'est eux qu'il faut évidemment entendre. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, d'abord, quand ils vont être là,
ils vont être obligés de parler d'une seule voix, on ne va pas avoir de dissonance. Donc on a un attelage qui est un tout petit peu à la fois hétéroclite et normal. Normal parce que que le Premier ministre britannique soit là, que le président de la République française soit là, ce sont les deux membres du Conseil de sécurité et les deux qui sont à la tête de puissances dotées, pour reprendre ce que nous disions il y a un instant. Que le chancelier Merz soit là, c'est normal, c'est la première économie européenne. Alors Madame Meloni, l'Italie est un pays important, mais on sait qu'elle a eu des relations peut-être plus étroites, en particulier avec l'ancien conseiller de Donald Trump, je fais allusion à Elon Musk, donc c'est bien qu'elle soit là. Et puis, on a parlé de Alexander Stubb. Alors par contre, il y a un grand absent. Pourquoi la Pologne n'est pas là ? La Pologne, c'est la première armée européenne, alors européenne au sens Europe à 27, c'est 4,7% du PIB pour sa défense, et donc... les deux Polognes en l'occurrence, il aurait dû choisir entre un président très à droite et un Premier ministre très pro-européen. Alors là, je vais vous dire, il ne va pas hésiter du reste, il l'a déjà fait, il ne va pas hésiter du tout, je sais où son cœur va pencher, mais c'est étonnant, effectivement, que la Pologne ne soit pas là. Remarquez, peut-être que la Pologne, dans la nuit, va finalement décider d'être là, mais en tout état de cause, on a là quand même, je trouve, disons, un environnement qui, évidemment, Ursula von der Leyen, dont peut-être, ça aurait été peut-être plus Antonio Costa d'être là, mais bon, très bien. Ce qui est très important, c'est qu'on a quand même, je dirais, une configuration où quand ces six-là vont parler, ils parlent vraiment pour l'Europe. Une suite européenne est-elle possible ? Il y a des déclarations notamment de M. Tajani, ministre des Affaires étrangères italienne, qui sont intéressantes parce qu'il laisse entendre que l'Italie, par exemple, serait prête à accueillir un sommet de la paix, donc avec Zelensky et Poutine. Il en parle avec beaucoup de prudence, mais il faut rappeler vraiment l'heure où nous sommes. Il y a eu l'acte 1, Alaska, l'acte 2 maintenant, ce qui va se passer à Washington demain, et un acte 3, Trump le veut, Zelensky est d'accord, on attend la réponse de Poutine, qui serait un sommet Trump, Zelensky, Poutine. Est-ce que c'est imaginable sur le territoire européen ? Non, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas, pour une raison simple, c'est que je rappelle que Trump est aujourd'hui recherché par le TPI. Donc il est aujourd'hui accusé de crimes de guerre, et que tous ceux qui ont reconnu le tribunal pénal international ont l'obligation de l'arrêter s'il vient. Kaja Kallas l'avait dit sur cette antenne. Elle avait dit Netanyahou Trump, s'ils mettent un pied sur le sol européen. Donc de toute façon, alors on sait que du reste, c'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a plusieurs, mais en tout cas il est allé aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas reconnu le TPI, donc il ne risquait rien. Mais il ne fallait pas non plus qu'il traverse dans l'espace aérien d'un des pays, faute de quoi son avion aurait pu être intercepté. Donc personnellement, je n'y crois pas. En revanche, ça ne m'étonne pas de la part de M. Tajani de faire cette proposition, qui est une proposition de médiation. Et on voit bien que l'Italie essaye de jouer cette posture de médiation. C'est vrai que l'Italie était plutôt en retrait par rapport au soutien en Ukraine. Madame Meloni a des conviction personnelle forte, pro-Zelensky, forte, je la connais bien et je sais qu'elle les exprime et qu'elle est sincère. C'est pas exactement peut-être l'ensemble de la classe politique italienne, mais donc elle est sincère. Derrière, je pense sincèrement que aujourd'hui, si jamais il devait y avoir cet accord, ce serait plutôt sans doute, ça avait été évoqué du reste au Moyen-Orient ou dans un pays où Vladimir Poutine se sentira un peu plus en sécurité. Est-ce que vous imaginez cette scène ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui, disons, alors on verra ce que dit Poutine. Déjà, Trump et Zelensky ont dit oui, on veut le faire. Est-ce que vous imaginez Poutine accepter, gagner assez à l'affaire pour dire je suis d'accord d'être à la même table, comme il avait été à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avec Trump, Zelensky. Tout est possible, Darius Rochemin, mais personne ne peut le dire aujourd'hui, puisque ça va dépendre de ce qui va se passer demain. Regardez la scénographie de demain, là encore, qui vient de se dérouler à l'instant où nous parlons, pratiquement. À l'instant où nous parlons, on apprend maintenant un peu comment l'agenda va s'organiser. Donald Trump recevrait Volodymyr Zelensky, va le voir en tête-à-tête, par parenthèse, qui va accompagner à ce moment-là Donald Trump ? Est-ce que son vice-président qui était en vacances va rentrer de vacances ? Il était en vacances en Grande-Bretagne. Je parle évidemment de J.D. Vance. Oui, il pêchait. Est-ce que finalement il va rentrer pour participer à cet entretien ? Je ne sais pas si ce sera une bonne nouvelle du reste pour Zelensky. Je me demande s'il ne faut pas mieux qu'il reste encore quelques temps en Grande-Bretagne, mais je pense qu'il risque d'être là. Qui va l'accompagner ? Et puis on va avoir de nouveau un Zelensky tout seul. Pendant combien de temps ? Pendant cela, on a nos 6 Européens qui vont sans doute attendre.
Et puis quand la consultation sera terminée, on va élargir. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça va être pour acter ce qui a été dit? Oui, demain encore, la chorégraphie va être très intéressante, très importante. Et donc c'est très difficile de pouvoir dire ce qui va être dit, si ce n'est, et moi c'est ma conviction, d'avoir une expression forte, claire et unanime de la position européenne, c'est-à-dire il faut respecter le droit, il faut respecter évidemment les territoires, il faut évidemment, si on parle, et ça c'est intéressant dans ce qu'a dit Friedrich Merz à la ZDF ce matin, il faut respecter finalement la frontière comme... La frontière aujourd'hui, c'est les lignes de combat, les lignes de front comme point de départ. Le point de départ, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le point de départ, ce que voulait Poutine, derrière quelque chose qu'on n'a pas eu. Vous connaissez l'adage russe, ce qui est à moi, ce qui est à moi, ce qui est à toi, ça se discute. Donc ça, on voit bien que ça recommence avec le Donbass. Donc ça, au moins, Merz a été très clair. Non. Mais Thierry Breton, que répondre à ces Ukrainiens? Ils sont nombreux qui vous diront c'est terrible d'en être à se réjouir que Poutine veuille bien s'en tenir à ce qu'il a déjà conquis militairement et qu'il n'en demande pas davantage. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Et c'est vraiment, je dirais, la tragédie. Et cette tragédie, elle est une fois de plus, et je le dis de façon très claire et avec beaucoup de regrets aussi. On est fautifs, nous les Européens. Nous n'avons pas montré assez notre force, notre détermination. Bien sûr, nous avons soutenu l'Ukraine. Bien sûr, nous sommes le premier fournisseur aujourd'hui en matière militaire. Je le répète parce que c'est pas connu. On est le premier soutien. L'Europe donne davantage et l'Europe donne pratiquement tout. On a encore, qu'est-ce qu'on peut pas donner encore? On est en retard sur les patriotes. Il faut qu'on accélère, nous. On a des missiles. Il faut les construire. Les missiles antimissiles. Donc l'équivalent des patriotes. Donc on sait les fabriquer, notamment les Français et les Italiens. Il faut accélérer la production. On n'a pas assez encore de capacité satellitaire pour fournir la qualité de renseignement qui est nécessaire, même si on a accéléré. Vous vous souvenez que lorsque j'étais commissaire, nous avons initié un projet extrêmement important, Iris Square, qui est la constellation européenne qu'il faut accélérer coûte que coûte pour avoir cette autonomie. Voilà. Mais pour le reste, il y a aussi évidemment les missiles HIMARS, mais globalement, on sait faire beaucoup de choses. Donc on est aussi un peu responsable de cette situation. Thierry Breton, l'art de la manœuvre de Trump, pas de notre point de vue, mais du point de vue de ses électeurs et du point de vue de ses intérêts tels qu'il les conçoit. Vous avez fait pour nous, et je vous en remercie beaucoup, parce que je disais tout à l'heure, vous êtes une passion des chiffres, une connaissance des chiffres qui est assez rare chez les hommes et femmes politiques. Je peux en témoigner. Moi, j'ai surpris, ça fait quelques années que je fais du journalisme, je suis surpris dans les interviews. Souvent, des gens très expérimentés même, vous leur dites à brûle pour point quelle est la croissance de la France, il dit faut que je vérifie, je sais plus, ils vont faire sur Google, etc. Vous avez tous les chiffres en tête, c'est un avantage. Mais c'est peut-être parce que j'ai été aussi ministre des Finances. Voilà. Et qu'on a compté à ce moment-là. Mais je ne veux pas être cruel, mais certains ministres des Finances, je ne citerai pas de nom, pas récents d'ailleurs forcément, mais avaient aussi un sens des chiffres assez éloigné. Vous avez les chiffres en tête. Quand on voit ce que Trump veut siphonner en Europe, il y a une logique derrière tout ça, aussi une logique d'argent. Je voudrais que vous nous expliquiez cette facture parce qu'elle est vertigineuse, c'est-à-dire tout ce que fait Trump depuis l'histoire des tarifs et maintenant, etc., ça a des intérêts propres, et vous le disiez vous-même, il n'y a pas de raison de le soupçonner non plus de tout, notamment peut-être qu'il veut la paix très sincèrement, et c'est sans doute très sincèrement, mais il a des intérêts énormes. Vous savez, d'abord, ça fait très longtemps que je suis un acteur dans différents niveaux, en tant qu'ancien chef d'entreprise, en tant qu'homme politique, ministre des Finances, commissaire, des relations entre l'Europe et les États-Unis. C'est la première fois que je vois une Europe qui est aussi vassalisée, je n'ai pas peur de le dire, par rapport aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'en appelle à un rebond. Et que les chiffres nous aident à prendre cette conscience. Aujourd'hui, avant Donald Trump, d'abord il y a l'épargne. 300 milliards d'euros d'épargne des Français, des Européens, quittent l'Europe tous les ans pour aller s'investir aux États-Unis. Ça, c'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle. On a 300 milliards. À l'issue de la réunion, la fameuse réunion qui restera dans l'histoire, donc en Écosse, l'Europe aurait accepté qu'il y ait désormais 200 milliards d'euros de plus d'investissement par an sur les 3 années qui viennent. C'est donc d'investissement, donc ça veut dire que de l'argent européen va aller investir pour faire fonctionner l'économie américaine à hauteur de 200 milliards de plus. On va donc passer à 500 milliards. C'est la première ligne de cette terrible facture, facture de Trump aux Européens. Là, depuis janvier, il est là, et on est passé de 300 milliards à 500 milliards de capitaux européens. Donc c'est 500 milliards. C'est en tout cas l'objectif. C'est ce qu'il attend de nous.
un peu comme un suzerain attend de son vassal. Il lui allait, il lui dit écoute, cette année, voilà ce que ça va me rapporter, mes champs. Et bien là, c'est 500 milliards d'investissements d'argent européen pour aller faire fonctionner l'économie américaine. Deuxième poste, parlons du gaz et du pétrole, parce qu'évidemment, pour de bonnes raisons du point de vue des Européens, ils n'achètent plus le gaz allemand, mais il ne s'arrête pas là, Trump, il veut encore plus. Alors, là, pour l'instant, on achète pour 67 milliards aujourd'hui de dollars par an, et maintenant, il veut qu'on passe à 250 milliards. Donc voilà, on ne sait pas trop comment on va faire, mais c'est en tout cas l'engagement qu'il a compris que nous avions pris en échange de cette gracieuseté qu'il nous a consenti de n'avoir que des droits de douane à 15%. Donc ça veut dire que là, on a 250 milliards, il va falloir voir comment on fait, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, donc d'achat d'hydrocarbures américains. Alors le troisième est intéressant parce que ce sont les droits de douane. Alors les droits de douane, le chiffre est peut-être là, un tout petit peu inférieur, mais enfin il n'est pas loin, ça nous donne vraiment un ordre de grandeur. C'est effectivement, maintenant on sait qu'on a un droit de douane à 15% sur tous nos produits, on a un peu plus de 570 milliards qu'on exporte de produits donc, vers les États-Unis, donc à 15%, donc on est à peu près à 100 milliards. On va retirer un tout petit peu, si vous voulez, le fait qu'il y aura des exonérations, on sait notamment sur l'aéronautique. Peut-être on verra sur les spiritueux, sur certains médicaments et sur certaines composantes de chimie. Donc je pense qu'entre 75 et 100 milliards, on est à peu près bon. Donc vous voyez, quand on fait cette addition, plus le reste, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'achats supplémentaires, militaires en particulier, et notamment parce qu'il est d'accord pour qu'on continue à fournir des équipements militaires américains, d'origine américaine, en particulier les fameux missiles Patriot. Vous savez, les batteries Patriot, les batteries, on en a entre 8 et 12 maintenant, données entre 8 et 12 en Ukraine. Une batterie Patriot, c'est à peu près 2 milliards de dollars. Et ce sera un des points, selon dit. La grande probabilité, c'est que Trump dise en substance aux Européens, voilà. Allez-y, donc soutenez plus les Ukrainiens, mais en achetant de si vous additionnez aujourd'hui tout ça, ça veut dire que c'est en gros pas loin de 1000 milliards tous les ans, qui au lieu de s'investir en Europe, en partie, en Europe, en très grande partie, ça va s'investir aux États-Unis. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce chiffre en tête, parce que souvenez-vous que Mario Draghi nous avait dit, dans son fameux rapport, pour accroître la compétitivité de l'Europe, augmenter son indépendance, son autonomie stratégique, il nous avait dit qu'il était indispensable que l'Europe puisse désormais investir entre 750 milliards et 800 milliards par an. C'est à peu près ce qu'on vient de se faire, pour reprendre votre terme, ponctionner. En tout cas, si on suit... Moi, je disais pomper, j'étais moins élégant que vous. Si on suit... C'est pomper. Ou siphonner, alors dans ce cas-là, si vous voulez aller jusque-là. Les États-Unis, par rapport à l'Europe, et on nous dit que l'Europe a été faite pour détruire, pour humilier, pour se mal se comporter avec les États-Unis. C'est donc, oui, une situation un peu, que l'on le veuille ou non, de vassalisation. Donc voilà, ça c'est la situation que nous vivons. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire ? Moi, je dis non. Est-ce que ça témoigne chez Trump d'un esprit de suite en réalité très organisé? C'est-à-dire, on sait que souvent, quand ça n'engage à rien, il dit souvent n'importe quoi. Il donne des chiffres faux, etc. Mais sur l'essentiel... vous savez, j'ai participé à des réunions de Trump 1, y compris avec lui. Il avait déjà vraiment cette idée sur les droits de douane. Il avait cette idée sur l'achat des hydrocarbures. Il avait cette idée sur le rééquilibrage des dépenses de défense. Il a vraiment la suite dans les idées. Et il a la suite dans les idées vraiment sur les affaires. Je vous prends un autre exemple qui est assez significatif. Les États-Unis, à juste titre, font très attention dans leur exportation, notamment de matériel technologique de très haute technologie, et notamment vers la Chine. Parce qu'on oublie la Chine. Mais enfin, derrière tout ça, le prochain grand sujet, ça va être la Chine. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris la dureté de la réaction européenne, qui n'est pas encore là, et heureusement, certains comme Emmanuel Macron l'expriment, mais enfin, on n'est pas beaucoup à l'exprimer. Mais cette dureté-là, elle est très regardée en ce moment par la Chine. Mais la Chine continue à accélérer, notamment, son autonomie en matière de technologie et d'indépendance technologique, et pour ça, elle a besoin de composants critiques américains. Eh bien, il vient de décider, alors l'administration Biden avait fermé beaucoup de ses composants, il vient de décider, notamment pour la fameuse entreprise Nvidia ou AMD, qui font des processeurs pour l'intelligence artificielle, de réautoriser certaines exportations, mais au lieu de dire non, on va le limiter parce que ça va faire donner de l'avance à la Chine. C'est-à-dire, écoutez, si vous les exportez, vous me payez 15%. Vous voyez, on est vraiment dans une logique qui n'est qu'une logique mercantile, en fait.
Thierry Breton, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle les moments historiques que nous sommes en train de vivre et le mot n'est pas galvaudé. Emmanuel Macron, tout à l'heure, a donné des précisions. Il y en aura d'autres dans quelques instants, puisque ce sont les commémorations de Bormes-et-Mimosas, libération il y a 81 ans. Dans ce contexte où, dit-il, la guerre est revenue en Europe, il avait eu, lors de la précédente commémoration de Bormes-et-Mimosas, déjà des formules sur la liberté. Cette idée que pour être craint, pour être respecté, il faut être craint. Il parle des garanties de sécurité et il parle en particulier des forces de réassurance, c'est-à-dire envoyer des troupes françaises, allemandes, anglaises, etc. en Ukraine, pas sur la ligne de front, mais un peu derrière, prêtes à quoi ? Est-ce qu'elles devront se battre si les Russes attaquent ? Non, d'abord, on n'en est absolument pas là. Je pense que je n'ai pas encore son discours, mais on l'entendra peut-être dans quelques instants. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le thème qu'il développe à juste titre, c'est le fait que pour être respecté dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il l'a dit, il l'a redit tout à l'heure, il faut être craint. Et donc c'est ce concept d'Europe puissance que nous avons porté depuis il y a 5 ou 6 ans. Ce concept d'Europe puissance qu'on oublie, il faut bien dire les choses. Depuis maintenant quelques mois, on a complètement mis ce concept sous le tapis. Eh bien, il faut le ressortir. Pour être respecté, pour pouvoir se battre à armes égales, avoir des discussions équilibrées, il faut être craint. Et donc c'est vraiment cette leçon de l'histoire. Et, vous savez, on parlait de Munich tout à l'heure. C'était finalement formidable. Souvenez-vous de Daladier qui atterrit au Bourget après et qui dit les pauvres, il dit même les cons. Ah, les cons. Les cons, s'ils savaient. Ils applaudissent Daladier parce que finalement, il avait sauvé la paix. Il n'avait fait qu'enclencher une guerre qui allait être la plus tragique que nous ayons connue au XXe siècle. Donc voilà, cette leçon de l'histoire, elle est très vivace encore chez nous. Ne l'oublions pas. On comprend que ça passe aussi donc par ces troupes de réassurance. On sait déjà ce que Poutine en pense. Les Russes n'en veulent pas. Les Russes, leur idéal, ce serait un maximum qu'il y ait des casques bleus, fidjiens, pakistanais, etc. Il est même jusqu'à dire « je vais m'en occuper moi-même ». C'est un peu spécial, voilà. Donc j'attaque et je m'occupe de vous protéger. Des casques bleus qui sont un peu prudents, comme ils le sont souvent, qui attendent simplement dans la casemate. Et ils ont des missions qui sont hélas pour eux, très encadrées. Admettons. Et non, la France dit il faut que ce soit vraiment des troupes françaises, anglaises, allemandes, de réassurance. Comment imposer ça à Poutine ? Voilà, c'est toute la question. Et ça va être... Il y en a un qui a la clé, il s'appelle Donald Trump. Donc la question, c'est de savoir si Donald Trump sera un Churchill ou un Chamberlain. Ouais. Voilà. Ça, ce sera un point clé. Ça, ce sera un révélateur, disons, de la détermination de Trump. Mais il y a un moment où les choses vont se traduire par des éléments aussi fondamentaux et simples que celui-ci. Ça va être ça. Et nous, Européens, nous devons donner la force, le courage, le soutien à Donald Trump de le faire. On disait tout à l'heure qu'il avait réagi très vite parce que, vous savez, quand Donald Trump, applaudissant Vladimir Poutine à l'arrivée de son avion, c'est une image, hélas, qui va rester. Elle lui a fait beaucoup de mal. Elle lui a fait beaucoup de mal et de tort aux États-Unis, y compris parmi son électorat, dont je rappelle qu'à plus de 50%, il est maintenant pour le soutien, effectivement, de l'Ukraine. Donc il faut corriger tout ça. Et comme il est changeant, et qu'il sent quand même, c'est malgré tout, c'est un animal politique, qu'il sent donc les opinions, il y a un moment où peut-être que... Et j'en reviens à la composition de notre attelage européen qui s'envole cette nuit pour Washington. Je pense que si nous pouvons lui faire comprendre ça et lui donner la force de jouer un rôle historique, eh bien, il n'est pas capable. Il est capable de le jouer. Vous donnez des clés importantes, là, dans ces garanties de sécurité. Et là, on commence à entrer vraiment dans le concret. Éventuellement, une dimension générale du parapluie nucléaire qui engloberait l'Ukraine. Ça, c'est vraiment Ça devrait être évoqué, et c'est là où la présence américaine est indispensable. Il y a la présence de troupes qui soient des troupes de réassurance, non pas pour combattre sur le front, de deuxième ligne, comme on dit. Deuxième ligne, prête à réagir. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des traités d'alliance ? L'Europe, la France peut signer des traités d'alliance. Bien sûr, elle l'a fait avec les Ukrainiens. Bien sûr. En disant, si on vous attaque, on entre en guerre. Il y en aura. Je suis certain qu'il y en aura, bien entendu. Mais je rappelle que le fait de dire que l'Ukraine est candidat à rejoindre l'Union européenne, on verra bien si ça se fait. Mais c'est aussi une garantie, notamment l'article 42.7 du traité de l'Union, qui est une sorte d'article 5, encore plus du reste contraignant et plus protecteur. Puisque pour un pays de l'Union qui est attaqué, chaque État membre
doit lui porter assistance à la mesure de ses moyens. C'est très puissant. Donc on voit bien que déjà, il y a cet esprit déjà où nous sommes prêts à aller jusque-là. Est-ce que pour autant il peut y avoir des relations bilatérales ou des traités bilatéraux? Oui, je pense qu'il pourra y en avoir, bien entendu. C'est puissant, mais dans la nuance. Faire ce qu'on peut, c'est pas tout à fait la même chose que le vrai traité d'alliance qui est... Attention, c'est la mesure de ses moyens. Donc les moyens, on les connaît. Et si je le dis, c'est parce qu'il y en a qui ont des moyens que d'autres n'ont pas. Suivez mon regard sur l'arme nucléaire. Là, le traité d'alliance au sens le plus strict, qui est entrer en guerre... C'est autre chose encore. C'est autre chose, je suis d'accord. Effectivement, le niveau article 5 qui dit une attaque collective contre les membres, chacun fera ce qu'il peut, en gros. Hein. Voilà. Il y a l'article européen qui est un peu plus fort. Et puis encore en dessus, il y a le traité d'alliance où on dit on est frères au sang. Si on t'attaque, j'entre en guerre pour te défendre. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça nécessite effectivement d'avoir le soutien de la nation. Donc je ne sais pas quels seront les pays qui voudront le faire. Peut-être les pays voisins. Les pays limitrophes. Les Baltes, les Polonais, peut-être, et même si les Polonais ont une relation à la fois un grand soutien à l'Ukraine, mais une histoire à l'Ukraine qui est celle que nous connaissons. Donc, on sent bien qu'on est à une heure de vérité pour l'Europe. Bien entendu. C'est pas qu'une formule, c'est-à-dire que vraiment là, ou bien elle montre qu'elle est capable d'être une puissance, ou alors ça peut se... Je crois qu'il faut vraiment le redire ce soir. On vit vraiment, on le dit, mais on vit un moment historique, on vit un moment de bascule, une accélération, comme on n'en a pas vécu depuis longtemps. Lorsque le président de la République dit tout à l'heure que, au fond, c'est évidemment la sécurité de l'Ukraine dont il s'agit, mais c'est notre sécurité européenne qui est en jeu, il a raison. Et c'est ça dont nous allons discuter demain à Washington. Et c'est là-dessus qu'il faut être absolument ferme. Ferme. Nous, on sait ce que l'histoire nous a appris. On sait que c'est parce que l'histoire a été ce qu'elle a été que nous sommes désormais ce que nous sommes. Alors soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur de ce qui a fait précisément l'Union européenne aujourd'hui. Et des raisons initiales, des raisons intrinsèques. C'est ça qui est en jeu demain. Et oui, on attend, effectivement, non pas de se mettre en scène les uns et les autres. Je vois qu'il y a des conférences de presse qui sont faites ici, là. C'est dérisoire. Il faut vraiment, désormais, avoir un bloc uni. C'est un moment de vérité pour l'Europe que nous vivons, bien entendu. Quel sentiment prêtez-vous? Il ne faut jamais faire Madame Soleil, mais enfin, quand même, l'adversaire qu'est Poutine, il faut essayer d'entrer dans sa logique. Quel sentiment vous lui prêtez quand on voit ce qu'il a réussi à occuper, hein? Géorgie, 20% de la Géorgie après en 2008, la Crimée. Maintenant, si on suit ce que dit Merz et quelques autres, il occuperait de fait durablement une partie de l'Est de l'Ukraine. Jusqu'où veut-il aller? Je crois que pour répondre à votre question, d'abord, Poutine, il dit les choses aussi. Il est un peu comme Trump. Les autocrates fonctionnent souvent comme ça. Et quand ils disent quelque chose, il faut qu'ils le réalisent, parce que sans ça, ils ne sont plus autocrates. Poutine, souvenez-vous, en 2005, un discours à la Douma, où il va dire que la plus grande tragédie du XXe siècle, pour la Russie, ça a été l'explosion de l'ancien empire soviétique. Et que donc, quelque part, implicitement, s'il voulait réparer cette tragédie, il fallait reconstruire. Et on a vécu un peu avec cette idée implicite depuis 2005. Au fond, Poutine, il a envie de reconstruire l'ex-empire soviétique. Mais pardon, qu'est-ce qu'il appelle empire soviétique? Parce que si c'est ce qu'il appelle empire soviétique, c'est une chose. Non, si c'est bien pour ça que j'essaie d'être précis, Darius Rochemin, si vous permettez, en disant ces termes précis, c'était ça. C'était pas les russophones, c'était l'empire. Et l'empire soviétique, c'était la Pologne, c'était la Yougoslavie, c'était la Tchéquie, c'était jusqu'à Berlin, les trois ou nouveaux plutôt, ceux qui sont devenus les trois Länder d'Allemagne de l'Est. C'était évidemment la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. C'était évidemment l'empire soviétique. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis... Pardon de vous interrompre, mais c'est très important parce que là, s'il va jusqu'à cette dimension de folie, je ne pense pas, et c'est précisément là où je voulais en venir. Et au fond, il a évolué depuis. Il a vu que ça c'est trop. Il n'arrivera pas. Parce que là, effectivement, on rentre dans du nucléaire. Là, c'est pas possible. Alors, il a changé progressivement, et son discours est devenu beaucoup plus nationaliste, et j'allais dire en même temps religieux. C'est-à-dire orthodoxe. Et on va voir son discours évoluer progressivement, en encourageant tous les nationalismes, pas que le sien du reste, partout en Europe, mais lui en mettant ça
comme un fer de lance de sa politique et appuyé, on le voit notamment même avec... en Alaska, c'est l'image qui défile là. L'image était incroyable. Cette image est extraordinaire. Sur le sol américain, il dit, je veux rappeler quand même... Alors là, il est avec l'archevêque Alexis, qui est l'archevêque d'Alaska. Alors il faut savoir que, tout le monde le sait maintenant parce que ça a été abondamment redit, l'Alaska est une ancienne terre russe. 1742, le capitaine Bering, qui est le capitaine de la marine royale, de l'Empire russe, traverse le fameux détroit, il donnera du reste son nom au détroit, pour aller commencer à conquérir, à envahir, à installer donc des premières colonies, 1742. Et puis progressivement, donc c'est devenu russe, et donc orthodoxe, pendant un siècle, jusqu'à ce que finalement l'Alaska soit vendu en 1867 pour 7 millions de dollars, 7,2 exactement, donc aux États-Unis naissants. Mais il est resté, évidemment, une culture russophone et une culture orthodoxe. C'est quand même extraordinaire. Il vient, alors c'est, par parenthèse, c'est l'État qui est le plus grand des États-Unis, le moins peuplé, 750 000 habitants, mais c'est celui dans lequel il y a le plus d'orthodoxes. 5% de la population est orthodoxe. C'est 0,5% sur les États-Unis, c'est 5% d'Alaska. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir l'archevêque Alexis pour lui rappeler d'où il vient et finalement où sont les origines. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'il fait maintenant. Quand il va s'attaquer à l'Ukraine, il s'attaque évidemment aux oblasts qui sont russophones. Quand il déstabilise l'Estonie et la Lettonie, il y a 25% en frontière qui sont russophones. Quand il va déstabiliser la Moldavie, il prend la frontière, là encore, une vingtaine de pourcents de russophones. Et donc on voit que désormais, sa stratégie progressivement, c'est effectivement de recréer non plus un empire, disons, issu du communisme et du totalitarisme sous communisme, mais un empire basé sur les valeurs, les traditions russes. Il demande du reste qu'on reparle russe en Ukraine. Et évidemment, avec un mélange intime entre ce nationalisme et la religion orthodoxe. L'hypothèse existe d'une folie beaucoup plus grande, c'est-à-dire l'hubris totale du conquérant. Il y a des précédents dans l'histoire. Quand Napoléon, en 1812, s'attaque à la Russie, quand on voit une carte, n'importe quelle, il suffit d'ouvrir une carte de l'Europe pour se dire quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs, beaucoup de gens autour de lui le disaient. Quand Hitler s'attaque, continue la guerre sur deux fronts, on sait bien qu'à un moment donné, plus personne n'y croyait raisonnablement, mais l'histoire est ainsi faite qu'il y a parfois des folies. Est-ce que cette hypothèse existe aussi? C'est-à-dire qu'il veuille s'en prendre à l'OTAN, qu'il veuille un combat? Alors, il a aussi, dans l'autre dimension, c'est qu'il a aussi toujours demandé ou exigé, ou en tout cas, il s'est abrité derrière la nécessité d'avoir une zone tampon. Et effectivement... Je vous interromps parce que le président de la République, on se retrouvera, le président de la République prend la parole dans ces heures cruciales.